tout le monde! Cette vidéo est la première d'une série de capsules. Chaque capsule contiendra une petite animation qui illustrera un chapitre du livre L'Europe, une liberté à ne pas perdre, paru aux éditions Méliès. Le site qui s'affiche à l'écran vous conduira vers l'achat de ce livre en ligne ou les adresses des librairies qui le vendent près de chez vous. La capsule d'aujourd'hui est adressée particulièrement à un individu du nom de Donald Trump, mais elle pourrait vous intéresser aussi, même si vous ne visez pas la présidence des États-Unis. Dans un premier temps, nous allons tenter de rappeler pourquoi nous commerçons depuis la nuit des temps. Ensuite, nous vous présenterons un économiste du 19e siècle, appelé Ricardo, qui va nous démontrer comment, avec le commerce, nous pouvons produire plus en gardant le même nombre de travailleurs. Ceci aura pour conséquence de faire baisser le prix des biens, en rendant ces derniers accessibles à l'ensemble de la population, y compris les plus pauvres. Mais pour arriver à ce résultat, il faut faciliter le commerce entre les pays, et donc réduire, voire supprimer les droits de douane ou tout autre obstacle au commerce. Notre ami Donald Trump semble ne pas encore l'avoir compris. L'Union européenne, en revanche, a été construite autour de ce principe. Mais chaque chose en son temps. Vérifions d'abord la théorie de Ricardo, et dans un deuxième temps, nous allons voir comment on peut baisser ces droits de douane et les autres obstacles au commerce. Et maintenant, place à l'animation. Au départ, les pays veulent commercer parce qu'ils ne disposent pas de certains produits. Donc l'idée est assez simple. On va chercher les produits dont on a besoin, comme de la soie ou des épices, et on va apporter en échange des produits dont l'autre pays a besoin. Prenons l'exemple de la France et de la Suède. La France produit du vin. La Suède n'en produit pas. Du moins, pas encore. Avec le réchauffement climatique, on ne sait jamais. Mais la Suède produit du minerai de fer. Et la France n'en produit plus. Elle a épuisé toutes ses mines rentables. La France va donc exporter son vin vers la Suède. Ce vin est un produit destiné directement au consommateur final suédois. Les producteurs suédois de biens de substitution, comme de la bière ou de l'aquavit, pourraient militer pour imposer des droits de douane pour limiter la concurrence. Si le produit est très demandé, des droits très élevés pourraient amener de la contrebande. De plus, les Français pourraient ne pas être contents de voir limiter leurs exportations. La Suède, elle, va exporter son minerai de fer. C'est plutôt une matière première. Elle sert à faire de l'acier, qui lui-même sert à produire des voitures, ou pour être plus à la mode, à produire des chars de combat. L'industriel français qui produit de l'acier, des voitures ou des chars va donc militer pour que son gouvernement n'impose pas des droits de douane sur le minerai de fer. Les producteurs de voitures ou de chars vont aussi insister pour qu'il n'y ait pas de taxes sur l'acier. Le gouvernement va les écouter, sauf s'il est dirigé par Donald Trump. En général, dans les négociations commerciales entre la France et la Suède, l'idée sera d'éviter les droits de douane sur le vin et sur le minerai de fer, pour ne pas augmenter artificiellement les coûts pour le consommateur local. Et en fait, depuis que les deux pays ont rejoint l'Union européenne, il n'y a plus de droits de douane sur aucun produit. Pour éviter de dépendre du minerai de fer suédois, la France pourrait essayer de réouvrir de vieilles mines de fer de Lorraine. Mais ce serait beaucoup d'efforts pour pas beaucoup de minerais, et donc une très mauvaise utilisation des ressources humaines de la France.
la même façon, si la Suède se mettait à produire du vin, tant que le climat n'évolue pas trop, ce serait aussi une très mauvaise utilisation des ressources humaines en Suède. Dès le XVIIIe siècle, les économistes ont dit que pour utiliser au mieux ces ressources humaines, chaque pays devait se spécialiser dans ce qu'il faisait de mieux. Donc la France, meilleure en vin, doit se spécialiser en vin. Et la Suède, meilleure en minerais, doit se spécialiser en minerais. Pour rappel, c'est important d'utiliser au mieux les ressources humaines, alors les biens coûtent moins cher et sont donc accessibles aux plus pauvres. Mais que se passe-t-il si un des pays est le plus efficace en tout ? Si, par exemple, la France produisait mieux le vin et le minerai de fer ? Donc pour résumer, nous venons de rappeler pourquoi à la base les humains ont toujours commercé. Ils voulaient trouver ailleurs ce qu'ils ne trouvaient pas chez eux, que ce soit pour des raisons naturelles, comme par exemple les épices qui ne poussaient que sous un certain climat, ou pour des raisons de protection commerciale. Ainsi, par exemple, la Chine a empêché pendant des années l'exportation des verres à soie, un crime passible de la peine de mort, ou encore le secret de la fabrication de la porcelaine. Mais dès le XVIIIe siècle, les premiers économistes ont découvert quelque chose d'évident. Si un pays est plus efficace pour produire un bien, alors il vaut mieux qu'il se spécialise dans la production de ce bien. De même, il faut que les autres pays se spécialisent dans la production d'autres biens que eux produiraient plus efficacement. L'argument devient alors assez différent. Il ne s'agit plus de chercher des biens qu'on n'arrive pas à produire, mais de produire plus efficacement à l'échelle mondiale, chaque pays se spécialisant dans ce qu'il sait faire de mieux. Oui, d'accord, mais si un pays est supérieur technologiquement et que du coup il produit plus efficacement en tout, ça lui donne pas une forme de dominance économique ? C'est ce que nous allons voir dans l'animation suivante. Prenons un monde imaginaire qui n'est composé que de 2 pays. Imaginons donc un monde où il n'y a que 2 pays. À gauche, il y a Union Land, avec sa grande tour, parfois même cachée dans le brouillard, avec son vignoble, son atelier de construction de voitures, et ses 6 habitants. Nous avons 3 hommes et 3 femmes. À droite, nous avons Solitaire Land, avec son église, avec son vignoble, son atelier de construction de voitures, et ses 6 habitants, également 3 hommes et 3 femmes. Union Land emploie ces 3 femmes dans son vignoble. Chaque année, grâce au travail de ces 3 femmes, il produit 3 barriques de vin. Il lui faudra donc 2 ans de production pour offrir une barrique de vin à chaque habitant. Si le salaire de chaque habitant est de 10 000 par an, chaque barrique coûtera 10 000. Solitaire Land emploie aussi ces 3 femmes dans le vignoble. Chaque année, avec ces 3 femmes, elle ne produit qu'une seule barrique de vin. Il lui faudra donc 6 ans de production pour offrir une barrique de vin à chaque habitant. Si le salaire de chaque habitant est aussi 10 000 par an, chaque barrique coûtera 30 000. Donc, en résumé, à Union Land, 3 vignerons produisent chaque année 3 barriques, donc 10 000 par pièce, tandis qu'à Solitaire Land, 3 vignerons produisent chaque année une barrique, 30 000 par pièce. Union Land produit aussi des voitures. 3 ouvriers travaillent à la production de voitures. Chaque année, ces 3 ouvriers produisent 3 voitures. Il lui faudra 2 ans pour servir tous les habitants. Les ouvriers étant payés aussi 10 000 par an, le coût des voitures sera aussi de 10 000 pièces. Solitaire Land produit aussi des voitures. 3 ouvriers travaillent à la production de voitures. Chaque année, ces 3 ouvriers produisent 2 voitures. Il faudra 3 ans pour servir tous les habitants. Dans notre monde fictif de stricte égalité salariale, chaque ouvrier est aussi payé 10 000 par an. Une voiture coûtera donc 15 000.
3 fois 10 000 pour 2 voitures. En résumé, à Union Land, 3 ouvriers produisent 3 voitures par an à 10 000 la pièce. Tandis qu'à Solitaire Land, 3 ouvriers produisent 2 voitures par an à 15 000 pièces. Au total, les 2 pays produisent ensemble 5 voitures et 4 barriques de vin par an. Clairement, Solitaire Land est moins productif que Union Land pour les voitures et pour le vin. Et pour ne pas être submergé par la production de Union Land moins chère, Solitaire Land pourrait imposer des droits de douane. Donc pour résumer, si un pays est plus productif, toute autre chose étant égale, notamment le salaire, la production coûtera moins cher. Il risque donc d'envahir le marché du pays le moins productif et donc de détruire son tissu économique, notamment dans notre exemple en faisant fermer le vignoble et l'usine de production de voitures de Solitaire Land. Pour empêcher cela, le pays le moins productif pourrait être tenté de placer des barrières douanières pour rendre plus chers les produits importés. C'est ce qu'ont fait de nombreux pays dans le passé pour protéger leur industrie naissante, comme le Royaume-Uni ou la Corée du Sud. Pour ne pas dépendre d'autres pays, la plupart des pays protègent aussi leur production locale, même lorsqu'elle est peu efficace, quand il s'agit de produits sensibles. On peut penser à la production militaire, notamment le charbon et l'acier qui étaient nécessaires pour produire des armes, mais cela concerne surtout les produits alimentaires et donc agricoles. En effet, aucun gouvernement ne peut prendre le risque d'être en pénurie de ces produits en cas de difficulté ou d'un conflit avec un pays voisin. C'est pour ça que ces produits restent soumis à des quotas et droits de douane élevés, même dans des accords commerciaux comme le CETA avec le Canada ou encore le Mercosur. De nouveau, l'Union européenne fait office d'exception planétaire puisqu'elle possède un marché commun agricole entre 27 pays, sans barrière entre ces pays. Mais ce miracle n'est possible que parce qu'il existe un système de subvention agricole, souvent critiqué, mais indispensable au bon fonctionnement de l'ensemble. Cependant, au début du XIXe siècle, David Ricardo a créé une révolution intellectuelle. Il a démontré que même si un pays est moins efficace en tout, il est quand même dans l'intérêt de tous, y compris de lui-même, de commercer avec les autres pays et donc d'abaisser ou même de supprimer ces barrières douanières. Démontrons ce résultat incroyable dans la prochaine animation. Dans un livre paru en 1817, David Ricardo affirme en effet que, même dans le cas où un pays est moins productif qu'un autre dans tous les domaines, il a intérêt à se spécialiser dans ce qu'il fait de mieux et à échanger des biens sans entrave, donc en particulier sans droit de douane, avec les autres pays, même plus compétitifs. Solitaire Land, qui est relativement moins bon en production de vin, doit donc abandonner cette production, même si c'est triste. Et transformer ces viticultrices en ouvrières pour construire des voitures. Après cette transformation, Solitaire Land ne produira plus de vin, mais produira 4 voitures par an avec ses 6 habitants. Bien sûr, on veut toujours produire 5 voitures et 4 tonneaux de vin par an pour les 2 pays. Et Union Land ne doit plus produire qu'une voiture par an pour atteindre cet objectif. Cela permet à un ouvrier de Union Land de se reconvertir en viticulteur. Comme chaque viticulteur ou viticultrice de Union Land produit 1 tonneau de vin par an, cela permet à Union Land de produire les 4 tonneaux de vin par an nécessaires pour retrouver la même production globale pour les 2 pays qu'avant Ricardo.
Mais il y a un ouvrier de Unionland qui n'a pas de travail. On peut lui demander de produire une voiture en plus. C'est le miracle de Ricardo. Simplement en permettant un commerce sans entrave, avec le même nombre de personnes et sans changer la productivité de chacun de ces pays, on arrive à produire plus et donc les produits seront en moyenne moins chers et plus accessibles pour les consommateurs les moins riches. Bien sûr, à la place de monter des voitures, l'ouvrier inoccupé pourrait se reconvertir en viticulteur et produire un tonneau de plus. Le principe de Ricardo est la justification pour établir des mondialisations et pour faire circuler sans entrave des marchandises au sein de l'Union européenne. Cette démonstration du principe de Ricardo est importante, puisqu'elle permet de justifier les efforts déployés par les différents pays pour tenter de diminuer les freins au commerce international. Bien sûr, l'exemple que nous venons de vous donner a été simplifié à l'extrême. Il ne tient pas en compte du coût des investissements dans le pays le plus productif, ni du taux de change ou du salaire sur l'estimation de la productivité. Mais les périodes de globalisation, qu'il s'agisse de la première globalisation de la fin du 19e siècle ou de celle plus récente de la fin du 20e siècle, ont été des périodes de croissance très fortes, en particulier pour des pays initialement très pauvres comme la Corée du Sud ou la Chine. Au contraire, les périodes de rétablissement des barrières au commerce, comme la période de l'entre-deux-guerres qui a suivi la Grande Dépression de 1929, ont appauvri les pays qui se sont repliés sur eux-mêmes. Notre exemple, même s'il est très simpliste, montre aussi les difficultés à appliquer le principe de Ricardo. Le basculement vers la spécialisation de chaque pays peut obliger les gens à changer de métier et donc ainsi générer des perdants, comme les viticultrices de Solitaire-Land. Pour éviter un mécontentement diffus, malgré une croissance économique commune, il est important de disposer d'aides destinées aux habitants ou aux territoires qui doivent s'adapter aux changements imposés par l'ouverture des frontières. Au sein de l'Union européenne, la libéralisation progressive des échanges entre les États membres a été accompagnée de 3 fonds destinés à soutenir les personnes, les régions et les pays les plus impactés par l'ouverture des frontières. Maintenant que nous avons vu pourquoi il est intéressant d'ouvrir les frontières à l'échange de biens, nous verrons dans la prochaine capsule comment on peut y arriver, et en particulier comment les 27 États membres de l'Union européenne ont réussi ce tour de force. Si vous ne pouvez pas attendre la sortie de la prochaine capsule, alors n'hésitez pas à consulter le livre L'Europe, une liberté à ne pas perdre, qui vous fournira déjà la réponse. J'espère que cette première capsule vous a plu, et j'espère vous retrouver très vite pour la suivante. À bientôt.